1er février 2003, 8h44 minutes 9 secondes. Très haut au-dessus de la Terre, filant à près de 17 000 miles par heure, 27 358 km/h, la navette spatiale Columbia entame sa descente vers la Terre après 16 jours en orbite. La température de la coque dépasse les 2700 degrés Fahrenheit lors de la rentrée atmosphérique de la navette spatiale. Pour les ingénieurs de la NASA, tout semble routinier. Soudain, un capteur émet un signal vacille, puis un autre. Le centre de contrôle observe la montée en flèche des températures dans l'aile gauche. Les conduites hydrauliques surchauffent. Les relevés de pression des pneus fluctuent rapidement. Des alarmes clignotent de partout. Il ne s'agit pas d'un bug. C'est le début de l'une des catastrophes les plus meurtrières de l'histoire du vol spatial. 16 janvier, 7h30. L'équipage de la navette spatiale Columbia se dirige vers la rampe de lancement. L'air humide de Floride est imprégné de l'odeur du sel marin. L'impression est la même que pour toute autre mission spatiale lorsque l'équipage est amené au complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA. Les astronautes et le personnel au sol sont concentrés et optimistes. C'est pour cela qu'ils se sont entraînés. 7h53. Le commandant Rick Husband, un Américain. Un pilote d'essai de l'armée de l'air est le premier à entrer en Colombie. Il monte dans le cockpit et prend place. Un à un, le reste de l'équipage suit, s'attache, passe en revue les listes de vérification, se préparant au décollage. William McCool, le pilote, est un commandant de la marine et effectue son premier voyage dans l'espace. Michael Anderson, le commandant de la charge utile, supervise les expériences scientifiques à bord. Kalpana Chawla, spécialiste de mission et ingénieure aérospatiale, a été la première femme d'origine indienne dans l'espace. David Brown, un autre spécialiste de mission, est également médecin et pilote de la marine. Laurel Clark est spécialiste de mission et médecin de l'air dans la marine. Et Ilan Ramon, le spécialiste de la charge utile, est le premier astronaute israélien. 9h17. La trappe d'équipage est fermée et verrouillée. Enfermés à l'intérieur, les astronautes sont complètement coupés du monde extérieur. Ce qu'ils ignorent, c'est que ce sont leurs derniers instants sur Terre. 10h39. Les moteurs de la navette spatiale Columbia rugissent, soulevant du sol la navette de 2 millions de kilogrammes, 4,5 millions de livres, et ses réservoirs de carburant. Une poussée de plus de 7 millions de livres, 3,2 millions de kg, propulse l'engin vers le ciel. À l'intérieur de la navette, l'équipage est plaqué contre son siège tandis que le véhicule accélère à travers la basse atmosphère, grimpant à des milliers de pieds par seconde. Vue du sol, l'ascension paraît fluide, puissante, routinière. Mais moins d'une minute après le décollage, une première anomalie subtile commence à se manifester. Seulement 57 secondes après le lancement, Columbia est confrontée à un violent cisaillement de vent soudain. La navette tangue légèrement, une oscillation provoquée par le ballottement de l'oxygène liquide à l'intérieur du gigantesque réservoir externe. Chaque mouvement est amplifié à des milliers de kilomètres par heure. L'énorme réservoir, rempli de propergol super refroidi à près de -300 F, -184 degrés Celsius, se déplace à chaque oscillation. Ces mouvements sont normaux et les ordinateurs de bord compensent rapidement pour stabiliser le véhicule. 3 secondes plus tard, la navette s'incline imperceptiblement. C'est minime, mais à ces vitesses, cela exerce une contrainte supplémentaire sur le bipied avant, le lien structurel entre l'orbiteur et le réservoir externe. Toutes les mesures restent dans les limites de sécurité. Pour le centre de contrôle de mission, tout semble parfaitement normal. Puis, en moins d'un clin d'œil, 81,7 secondes après le décollage, un morceau de mousse isolante se détache du réservoir externe. Cette mousse, utilisée pour empêcher la formation de glace à la surface du char, est légère mais, à grande vitesse, elle peut devenir un projectile mortel. Le fragment qui se détache est grand, mesurant entre 21 et 27 pouces, 53 à 69 cm, de long et entre 12 et 18 pouces, 30 à 46 cm, de large. 2 morceaux plus petits suivent. Elle se détache du bipied gauche, précisément là où les forces aérodynamiques ont poussé la structure à ses limites pendant l'ascension. Pendant une fraction de seconde, les débris tourbillonnent dans le flux d'air supersonique à côté de la navette. Puis, ça frappe. Le gros fragment de mousse entre en collision avec le bord d'attaque de l'aile gauche de Columbia, voyageant à plus de 400 miles par heure, 644 km/h. À cette vitesse, même un matériau aussi léger que la mousse peut avoir un impact dévastateur. L'impact se produit le long des panneaux en carbone renforcés conçus pour résister à la chaleur extrême de la rentrée atmosphérique. Mais ils n'ont jamais été conçus pour absorber un impact à grande vitesse comme celui-ci. À l'intérieur de la navette, on n'entend que le rugissement des moteurs. L'équipage poursuit sa liste de vérification pour l'ascension,
ignorant qu'une brèche potentiellement catastrophique vient peut-être de se produire dans le système de protection thermique de l'aile gauche. Depuis le sol, des caméras de suivi capturent l'événement, mais sa signification n'est pas immédiatement claire. Columbia poursuit son ascension. Environ 2 minutes après le lancement, les propulseurs d'appoint à propergol solide se séparent comme prévu et retombent dans l'océan Atlantique. La navette poursuit sa route, propulsée désormais par ses 3 moteurs principaux, accélérant à plus de 17 000 miles par heure, 27 358 km/h, à mesure qu'elle approche de l'orbite. Quelques minutes plus tard, le réservoir externe se sépare et se consume dans l'atmosphère, laissant Columbia et son équipage sains et saufs dans l'espace. Du moins, c'est ce qu'il semble. 11h39. La navette a atteint avec succès son orbite et entame sa phase post-insertion. Tous les principaux événements de lancement se sont déroulés sans problème. Les vérifications du système sont normales. La mission est officiellement lancée. À tous les égards, le lancement est un succès. Mais derrière ce succès, une partie essentielle du bouclier thermique de la navette a été irrémédiablement compromise. Dans un peu plus de 2 semaines, le moment où la mousse isolante se détachera et percutera la navette changera à jamais le cours de l'exploration spatiale. 17 janvier. Jour 2 du vol. Columbia orbite silencieusement à plus de 274 km, 170 miles, au-dessus de la Terre. À bord de la navette spatiale, l'équipage entame ses expériences scientifiques programmées, travaillant méthodiquement en microgravité. La mission se déroule exactement comme prévu. Mais à l'extérieur de la navette, quelque chose cloche. À un moment donné, un petit objet invisible s'éloigne de Columbia. L'incident n'a pas été observé en temps réel, mais des analyses ultérieures suggèrent qu'il pourrait être lié à l'impact précédent sur la mousse, peut-être un fragment détaché de la navette elle-même. Cependant, pendant que les astronautes travaillent, aucune alarme ne retentit. Aucun capteur ne détecte de problème. Et rien à l'intérieur du vaisseau spatial n'indique que quoi que ce soit manque. Les débris de la navette se détachent lentement, pris dans le vide spatial, avant de finalement rentrer dans l'atmosphère terrestre et de se consumer entièrement avant que quiconque ne remarque leur disparition. Ce moment pourrait être le premier signe visible que les dégâts subis lors du lancement n'étaient pas seulement superficiels. Pourtant, personne ne sait même que cela s'est produit. 23 janvier. Jour de vol 8. La mission a trouvé son rythme de croisière. À bord de Columbia, l'équipage mène des expériences, enregistre des données et se prépare pour le voyage de retour. Les journées sont structurées, les systèmes sont stables et la navette elle-même semble fonctionner parfaitement. Mais sur Terre, dans les salles de contrôle de la NASA, les ingénieurs commencent à examiner de plus près quelque chose qui, jusqu'à présent, ne semblait pas alarmant. Ils reviennent aux images du lancement, et plus précisément au moment 81 secondes après le décollage. Cette fois, ils l'analysent attentivement, en la ralentissant image par image. Ce qu'ils voient devient difficile à ignorer. L'impact est évident. Cependant, ce n'est pas un terrain totalement inconnu. Des dépôts de mousse avaient été observés lors de missions précédentes, et dans ces cas-là, cela n'avait pas entraîné de problèmes importants. Cette histoire influence la façon dont les ingénieurs interprètent ce qu'ils voient aujourd'hui. Le centre de contrôle de mission envoie un courriel au commandant Rick Husband et au pilote William McCool. Vous trouverez ci-joint la vidéo de l'impact des débris, ainsi qu'une évaluation officielle. Le ton du message est calme, voire rassurant. Cela confirme que de la mousse provenant du réservoir externe a heurté l'orbiteur lors de son ascension. Mais, se basant sur les missions précédentes, les ingénieurs concluent qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'éventuels dommages au bouclier thermique. Autrement dit, la navette est considérée comme sûre pour la rentrée atmosphérique. L'équipe visionne les images. Ils entendent l'explication et ils l'acceptent. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont en danger. La navette fonctionne normalement. Les expériences scientifiques progressent comme prévu. Que pouvait demander de plus l'équipage? Cependant, il s'agit d'un moment important dans l'héritage de Columbia. Pour la première fois depuis le lancement, l'équipage est conscient qu'un événement s'est produit pendant l'ascension. Mais comme tous les astronautes entraînés, ils font confiance au système et aux personnes qui les guident depuis la Terre. Ce qu'ils ignorent, c'est que les hypothèses qui sous-tendent ces assurances sont erronées. Mais cette grève n'est pas comme les autres. Les dégâts sont enfouis profondément au sein de l'aile gauche, cachés et invisibles à tous les instruments sur lesquels ils s'appuient. Et dans quelques jours seulement, lors de la rentrée atmosphérique, cet endroit précis sera soumis à des températures supérieures à celles de la lave en fusion. Et pour l'équipage, il est déjà trop tard. Si vous trouvez cette histoire captivante, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à The Infographic Show pour ne jamais manquer la prochaine exploration approfondie de l'espace, des sciences et de l'histoire. 28 janvier. Jour de vol 13. La mission touche à sa fin.
l'équipage entame les préparatifs de rentrée atmosphérique en passant en revue les procédures, en organisant le matériel et en se préparant à rentrer chez lui après près de 2 semaines dans l'espace. Tout semble normal. Les systèmes sont stables, le calendrier est respecté et, pour les astronautes comme pour la NASA, Columbia est prête à atterrir. Mais d'abord, l'équipage observe une minute de silence délibéré. Il rend hommage aux vies perdues lors de 2 des tragédies les plus dévastatrices de la NASA. L'incendie d'Apollo 1 le 27 janvier 1967 et la catastrophe de Challenger le 28 janvier 1986. Ce furent des événements à jamais gravés dans l'histoire des vols spatiaux habités. À bord de Columbia, flottant silencieusement au-dessus de la Terre, les astronautes tiennent un mémorial privé. Aucun moteur ne rugit, aucune expérience n'est menée, juste le silence de l'espace. Il y a alors une compréhension tacite, les vols spatiaux ne sont jamais sans risque, et chaque mission porte le poids des pertes passées. De leur point de vue, Columbia sera de retour chez elle dans 3 jours. Malheureusement, la réalité est que Columbia et son équipage deviendront partie intégrante de cette même histoire tragique qui l'honore. 1er février, 8h15:30. Très haut au-dessus de la Terre, la navette spatiale Columbia effectue sa manœuvre de désorbitation. C'est un allumage précis des moteurs du système de manœuvre orbitale qui ralentit la navette juste assez pour qu'elle quitte son orbite et entame sa descente vers la planète. À partir de maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Columbia n'est plus un satellite en orbite autour de la Terre. C'est désormais une étoile filante, qui traverse les hautes couches de l'atmosphère à des vitesses dépassant 22 fois la vitesse du son. L'équipage exécute chaque étape à la perfection, faisant pivoter la navette dans l'orientation idéale pour la rentrée atmosphérique. Ils orientent le ventre vers l'avant, prêts à laisser les tuiles résistantes à la chaleur et les panneaux en carbone renforcés absorber la chaleur intense qui les attend. Chaque mouvement a été répété d'innombrables fois dans des simulateurs. Mais aucune simulation ne peut vraiment les préparer à ce qui les attend. 8h44:09. Columbia franchit la limite de l'atmosphère terrestre à 400 000 pieds, 121 920 mètres, au-dessus de l'océan Pacifique. Ce moment est appelé l'interface d'entrée et constitue la frontière invisible où l'atmosphère terrestre commence à exercer une résistance sur le véhicule. La descente passe d'une orbite contrôlée à une chute à grande vitesse. Déjà, le frottement comprime les molécules d'air jusqu'à ce qu'elles deviennent incandescentes, formant une gaine de plasma surchauffée autour de la navette. Les températures commencent à grimper en flèche pour atteindre des milliers de degrés Fahrenheit. Le système de protection thermique de Columbia, le bouclier qui l'a protégé lors de chaque mission, est maintenant confronté à son épreuve ultime. Pour l'équipage, tout semble routinier. Les instruments fonctionnent normalement. Les listes de contrôle se déroulent comme prévu. La navette suit parfaitement sa trajectoire calculée. À mesure que la navette descend, les contraintes exercées sur sa structure s'intensifient. Seulement 270 secondes après le début de la rentrée atmosphérique, un capteur situé sur le bord d'attaque de l'aile gauche enregistre une contrainte plus élevée que jamais observée lors des vols précédents. La mesure est enregistrée par le système de données auxiliaires modulaires destiné à l'analyse après vol. Cela signifie qu'elle n'est pas transmise au sol. L'équipage n'a aucune idée de ce qui se passe. Ce minuscule signal, invisible à l'œil nu, marque discrètement le début d'une cascade de défaillances structurelles. Columbia poursuit sa route à travers la haute atmosphère qui s'amenuise, sa vitesse restant implacable, la résistance de l'air s'intensifiant, la pression augmentant et les températures grimpant. Pourtant, la navette semble parfaitement suivre sa trajectoire. Puis, 577 secondes après la rentrée atmosphérique, les observateurs au sol constatent un changement qu'il est impossible d'ignorer. La traînée lumineuse de Columbia dans le ciel s'embrase soudain. 5 traînées lumineuses distinctes sillonnent le ciel, chacune plus brillante que la précédente. Bien que de petits débris aient été observés lors de missions précédentes, à ce stade de la rentrée atmosphérique, c'est un spectacle rare et inquiétant. De l'intérieur de la navette, l'équipage ne perçoit rien. Aucune alarme ne se déclenche et rien n'indique que le vaisseau spatial ait été compromis. Pour le centre de contrôle de mission, la navette semble fonctionner normalement. En réalité, en raison de son aile endommagée, Columbia subit des forces bien supérieures à celles pour lesquelles elle a été conçue. Ces épisodes d'éclaircissement intermittent indiquent clairement que la navette perd de l'énergie d'une manière anormale. La séquence est rapide et brutale dans sa soudaineté, et ne ressemble à rien de ce qui se produit lors d'une rentrée atmosphérique normale. Les enjeux sont incroyablement élevés. Chaque seconde compte désormais. Chaque instant de descente rapproche la navette d'un point de défaillance catastrophique. Columbia commence à se désintégrer. Ces minuscules éclairs sont les premiers signes de catastrophe. Et les secondes les plus critiques de la rentrée atmosphérique de Columbia sont sur le point de se dérouler.
1er février, 8h54 22 secondes. À 613 secondes après la rentrée atmosphérique, les premiers signes indubitables qu'une catastrophe s'est produite atteignent le sol. Au centre de contrôle des missions de la NASA, les ingénieurs commencent à remarquer des anomalies dans les données de télémétrie de Columbia. Ce sont d'abord de petites incohérences, mais suffisantes pour susciter l'inquiétude. Puis, presque immédiatement, la situation dégénère. L'officier de maintenance, de mécanique et de système d'équipage, MMACS, alerte le directeur de vol, 4 relevés de capteurs hydrauliques dans l'aile gauche sont passés, hors échelle basse. C'est la première indication claire, pour quiconque sur place, que cette rentrée atmosphérique n'est pas normale. Pour la première fois, la possibilité d'un problème grave fait son apparition. Une seconde plus tard, les observateurs au sol voient un éclair lumineux traverser le ciel. Quelques secondes plus tard, alors que Columbia passe de la Californie au Nevada, un autre éclair apparaît, plus brillant que le précédent et impossible à ignorer. Il se passe quelque chose au niveau de la structure de la navette alors qu'elle traverse l'atmosphère, et les dégâts sont désormais visibles à des centaines de kilomètres de distance. Au centre de contrôle des missions, les données continuent de s'aggraver. 727 secondes après le début de la rentrée atmosphérique, les ingénieurs remarquent quelque chose d'alarmant. La température monte dans le passage de roue gauche, le long des conduites hydrauliques. Ces systèmes sont censés être protégés, profondément à l'intérieur de l'aile. Ici, la chaleur croissante signifie que quelque chose d'inimaginablement chaud atteint des endroits qu'il ne devrait jamais atteindre. Quelques instants plus tard, Columbia amorce un renversement de roulis au-dessus de l'Arizona, passant d'une rive droite à une rive gauche. Il s'agit d'une manœuvre standard lors de la rentrée atmosphérique, utilisée pour gérer la vitesse et la répartition de la chaleur. Mais maintenant, alors que les dégâts risquent de s'étendre à l'aile gauche, chaque mouvement exerce une pression supplémentaire sur un système déjà défaillant. Les données prennent alors une autre tournure. 2 capteurs surveillant la pression du pneu du train d'atterrissage principal gauche commencent à avoir un comportement erratique. Dans un premier temps, elles affichent une tendance à la hausse, un pic anormal avant de chuter brutalement à un niveau anormalement bas. C'est comme si le système avait complètement échoué. Pour les ingénieurs, il ne s'agit pas simplement d'un dysfonctionnement de capteur. Cela laisse supposer que les pneus eux-mêmes ou les systèmes qui les entourent sont peut-être compromis. À l'interface d'entrée plus 834 secondes, l'orbiteur effectue soudainement un virage brusque et imprévu. De nouveaux débris se détachent et les forces aérodynamiques commencent à prendre le dessus sur les systèmes de contrôle. De retour au centre de contrôle des missions, la tension monte en flèche tandis que les ingénieurs s'efforcent de comprendre ce qui se passe. Un peu plus d'une minute plus tard, l'agent du MMACS signale une autre information cruciale. Les relevés de pression des 2 pneus du train d'atterrissage principal gauche ont disparu. Les données ont complètement disparu. Ce qui se passe au sein de l'aile gauche a atteint un point où des systèmes entiers disparaissent des systèmes de télémétrie. Quelques secondes plus tard, les contrôleurs de vol constatent que la navette roule davantage et effectue un lacet négatif. Ce sont des signes évidents que Columbia peine à maintenir sa trajectoire. La navette dérive au-delà de sa trajectoire de vol contrôlée. 8h59 32 secondes. Le commandant Rick Husband répond au centre de contrôle de mission. Roger, met au point. Sa transmission s'interrompt en plein milieu d'une phrase. Il s'agit de la dernière communication jamais reçue de l'équipage. Au même moment, les données télémétriques de Columbia commencent à se déconnecter. Les flux de données qui circulaient sans interruption depuis le lancement clignotent et disparaissent désormais. Le centre de contrôle de mission contacte la navette. Personne ne répond. 927 secondes après la rentrée atmosphérique, les systèmes embarqués tentent de compenser. Un réacteur du système de contrôle de réaction se met à tirer en continu, tentant de corriger l'orientation de la navette à mesure que les forces aérodynamiques deviennent plus fortes et plus chaotiques. Mais ce n'est pas suffisant. Du plasma surchauffé a percé les 4 conduites hydrauliques du passage de roue gauche. Sans eux, tout contrôle du vaisseau est perdu. Presque immédiatement, la navette spatiale commence à cabrer, suite à la perte de ses systèmes de contrôle de vol critiques. À l'intérieur de la navette, une cascade de systèmes défaillants se produit. Dehors, l'atmosphère déchire l'habitacle. Et au centre de contrôle des missions, tout le monde assiste à la scène avec horreur. 1er février, 9h00 18 secondes. La Colombie atteint ses limites absolues. Des dégâts cachés dans l'aile gauche, des défaillances des systèmes hydrauliques et les forces implacables de la rentrée atmosphérique se combinent pour provoquer une défaillance catastrophique. La navette spatiale commence à se désintégrer, sa structure n'étant plus capable de résister aux conditions extrêmes. Depuis le sol, ce qui n'était qu'une unique et brillante traînée traversant le ciel se fracture soudainement. La lumière se divise en de multiples traînées lumineuses, chacune étant un fragment de Columbia qui se détache et se disperse dans la haute atmosphère.
Pour ceux qui regardent en contrebas, c'est à la fois soudain et terrifiant, à mesure que la réalité de ce qu'ils voient s'impose à eux. Au centre de contrôle des missions de la NASA, l'événement est consigné en termes froids et cliniques, désintégration du corps principal du véhicule. En un instant, toutes les données disparaissent complètement. Columbia ne reçoit aucun signal d'aucune sorte. La boucle vocale reste ouverte, mais il n'y a rien en retour. Les contrôleurs lancent des appels, cherchant le moindre signe de la navette, mais il n'y a que le silence. Bien au-dessus du Texas, la destruction continue de se dérouler. Alors que l'orbiteur se désintègre, les fragments sont soumis à un plasma surchauffé qui déchire la coque, et la navette se fragmente en un champ de débris en expansion qui s'étend sur des kilomètres dans le ciel. Chaque fragment suit sa propre trajectoire, brillant au fur et à mesure de sa descente, marquant les derniers instants d'un vaisseau spatial qui avait accompli 27 missions précédentes avant celle-ci. Environ 1000 secondes après le début de la rentrée atmosphérique, l'une des séparations les plus importantes se produit. Le module d'équipage, ainsi que le compartiment pressurisé et la partie avant extérieure, se détachent du reste de l'orbiteur. Pendant un bref instant, il reste intact, tombant indépendamment à travers l'atmosphère à une vitesse prodigieuse. Mais même cette section ne peut survivre sans la protection et la stabilité de la navette. Les mêmes forces qui ont détruit l'orbiteur commencent maintenant à désintégrer le module d'équipage. 9h53 s. Le module d'équipage se dépressurise de façon catastrophique. Au-delà de ce point, il ne reste que des fragments à récupérer. La combinaison de chaleur extrême, de pression et de contraintes aérodynamiques l'emporte sur tout, et la destruction complète de l'avant-corps survient quelques secondes plus tard, à 9h16. Le compte à rebours avant l'atterrissage atteint 0. Dans une réalité alternative, l'équipage de Columbia serait rentré sain et sauf chez lui. En revanche, il n'y a pas de navette sur le tarmac. Interdiction de célébrer au centre de contrôle des missions. Pas de félicitations pour une mission bien accomplie. Quelques instants plus tard, le roi Quint, directeur de la phase d'entrée en vol, prend la décision que personne dans cette pièce ne souhaite jamais prendre. Verrouiller les portes. Une situation d'urgence liée aux vols spatiaux est officiellement déclarée et le centre de contrôle des opérations de récupération du centre spatial Kennedy est activé. Ce qui était une opération de contrôle de mission se transforme immédiatement en une opération de recherche et de récupération. Dans certaines régions du Texas et de la Louisiane, des débris continuent de tomber du ciel. Des débris de la navette sont éparpillés sur des centaines de kilomètres. 1er février, 13h15. Sean O'Keefe, administrateur de la NASA, s'adresse à la nation. Dans une déclaration télévisée empreinte de gravité, il exprime les plus profonds regrets nationaux du pays suite à la perte de Columbia et de son équipage, et annonce la création de la commission d'enquête sur l'accident de Columbia. Ces paroles sont mesurées, mais le poids qu'elle véhicule est indéniable. Il ne s'agit pas seulement de la perte d'un vaisseau spatial. C'est la perte de cet astronaute. Cet héros. Cette personne dont les familles et les amis les attendent à la maison. Suite à la destruction de Columbia, la NASA a lancé l'une de ses plus vastes enquêtes jamais menées. Les ingénieurs étaient au courant de l'impact de mousse pendant les 16 jours passés par l'équipage en orbite, mais il avait été jugé sans danger, jusqu'à ce qu'il déclenche une série d'événements. Des débris étaient éparpillés sur de vastes zones, et plus de 80 000 pièces ont été récupérées, dont des restes de l'équipage identifiés grâce à l'ADN. Des années plus tard, la NASA a confirmé que les astronautes avaient probablement survécu à la désintégration initiale, mais qu'ils avaient perdu connaissance en quelques secondes lorsque la cabine de l'équipage s'est dépressurisée. La perte de Columbia a changé la NASA à jamais, redéfinissant la manière dont les risques sont évalués et dont la sécurité est priorisée. Bien que la navette ait disparu, les leçons tirées de cette tragédie continuent de guider chaque mission, garantissant qu'elle ne soit jamais oubliée.